La revue des revues. Lise Gutmann. Radio J. David Reynard, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous pour nous parler ce matin du dernier numéro de la revue Europe, enquêtée sur la Shoah aujourd'hui. Alors la Shoah, on en parle énormément cette semaine, étant donné que nous sommes en pleine commémoration à la fois du Yom HaShoah qui démarre ce soir, mais également du 80e anniversaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie. D'ailleurs, mercredi soir à Paris, 2 grosses commémorations seront organisées. La première à 18h au mémorial de la Shoah et à 20h à l'hôtel de ville de Paris avec de très nombreuses associations mémorielles. Aujourd'hui, vous souhaitiez donc nous parler de ce dernier numéro. Est-ce que, David, vous pouvez, dans un premier temps, nous présenter la revue en quelques mots ? Oui, la revue Europe, elle a été créée en février 1923 par l'écrivain Romain Rolland. Il y a eu une interruption pendant la Deuxième Guerre mondiale, sinon la revue a paru depuis sans discontinuité. Les écrivains publiés au cours de l'année 1923 sont emblématiques de l'esprit d'ouverture et de l'exigence de qualité qui est une constante vraiment de la revue. On compte parmi les plus grands Jules Supervieille, Max Jacob, Virginia Woolf, William Faulkner, Walter Benjamin. Donc cette publication, Lise Gutmann, s'est imposée dans le paysage des revues comme l'une des rares revues françaises exigeantes et de niveau international. Alors, le dernier numéro, comme nous le disions, a pour thème enquêter sur la Shoah aujourd'hui. En quoi les récits d'enquête aujourd'hui inaugurent-ils un nouveau temps pour la mémoire ? Eh bien, déjà, les enquêtes sur les victimes de la Shoah aujourd'hui sont entreprises plus de 50 ans après les événements, alors tout laissait à penser qu'il ne subsistait plus aucune trace. Depuis Dora Bruder de Patrick Modiano, qui était paru en 1997, et Les disparus de Daniel Mandelson en 2006, les récits d'enquête se sont multipliés sur la scène internationale. La France ne fait pas exception, donc. Et à l'origine de ces textes, il y a le désir d'un enquêteur ou d'une enquêtrice, sans expérience directe des événements, de découvrir ce que fut la vie de certains disparus. Ces investigations se présentent alors, si vous voulez, comme des biographies incomplètes des disparus et aussi des autobiographies indirectes de l'écrivain qui enquête. Et c'est, mettons, entre 1960 et 1980 que la Shoah devient un sujet romanesque. Il s'agit de faire du passé une dimension vécue, intimement reliée à notre présent. Oui, c'est ce qu'écrit d'ailleurs Maxime Decoux et Yona Anar-Marmor dans le texte introductif dans la revue, dans un texte qui s'intitule « Sur les traces des disparus ». Ces enquêtes s'évertuent à restaurer un lien entre la période de la Shoah et le moment de l'investigation, entre les disparus et l'enquêteur qui tente de mettre ses pas dans les leurs. Il y a un sentiment d'urgence parce que le début du XXIe siècle signe la fin de ce que Annette Wieworka a nommé l'ère du témoin. Oui. Les derniers survivants disparaissent et la troisième génération à laquelle appartiennent la plupart des enquêteurs, c'est qu'après elle, nous n'aurons plus accès à une parole vive pour incarner et transmettre la mémoire de la Shoah. En effet, le narrateur enquêteur n'est pas un témoin, il doit restituer une expérience vécue qui n'est pas la sienne. Régulièrement, il était en butte au silence de ses parents et de ses grands-parents au sujet de l'histoire familiale. Et ce descendant ressent aussi, écrivent Maxime Decoux et Yona Anar-Marmor dans la revue, que les ombres non élucidées de la Shoah pèsent sur sa propre existence et il tente, au moyen de l'enquête, d'accéder à sa propre identité, voire de la construire. Et son investigation est aussi le récit de la conquête de la place qui lui a été assigné dans la chaîne brisée des générations. Et c'est un peu le cas, bien sûr, si je puis me permettre, David, des générations issues de ces familles des années 50-60. On est tous un peu passés par là. Alors, d'une certaine manière, il lui devient possible, via l'écriture, d'engendrer lui-même ceux qui l'ont précédé. Oui, vous voyez, en exergue de W ou le souvenir d'enfance,
Georges Perec avait placé un vers de Vigny. Si j'écris leur histoire, ils descendront de moi. Il s'agit en effet d'un acte d'engendrement, comme dit Yvan Jablonka, qui est cité dans la revue, et cela, bien sûr, sans céder à l'illusion de croire qu'il serait ou qu'il sera possible de ressusciter les disparus. Ces enquêtes, pourtant, ne butent-elles pas, David, sur l'impossibilité de savoir vraiment ce qui constitue l'objet de leur recherche ? Oui. Mais à l'encontre de cet état de fait, ceux qui les mènent ne souhaitent pas seulement savoir comment les disparus sont morts, mais aussi et surtout comment ils ont vécu. La littérature, disait l'écrivain Danilo Quiche, doit corriger l'histoire parce que l'histoire est généralité, la littérature, elle, est concrète. L'histoire, c'est le nombre, la littérature, c'est l'individuel. Et que signifie 6 millions de morts si on ne voit pas un seul et unique individu avec son visage, son corps, son âge et sa propre histoire. Alors, y a-t-il un modèle pour ceux qui s'aventurent sur les traces des victimes du nazisme ? Alors, Maxime Decoux, dans un texte intitulé « Un premier âge de l'enquête », cite le convoi du 24 janvier de Charlotte Delbo. Oui. C'est un recueil qui, classé par ordre alphabétique, des notices biographiques sur les déportés du convoi du 24 janvier 1943. Ce livre de Charlotte Delbo contraste avec le reste de son œuvre, car le langage ici s'efface devant les faits, le style est neutre, si vous voulez, il tend vers l'objectivité, le jeu JE, première personne du singulier, est rare, et ce retrait est garant de l'objectivité d'un texte qui collecte des faits et retrace la vie des victimes. Mais l'enquête n'étanche pas, si vous voulez, la soif de savoir, et c'est ainsi que le lecteur prend conscience aussi de l'ampleur de l'anéantissement. Toutefois, ce livre n'est pas devenu vraiment le texte du fondateur du genre. Peut-être, pose Maxime Decoux, parce qu'il se présente davantage comme un document. Alors, quel est ce texte à qui il revient d'être un modèle, David Reinach ? Alors, le texte, c'est W ou le souvenir d'enfance, on pourrait dire, de Georges Perec, oui, qui a vraiment délivré aux générations suivantes une puissante invitation à enquêter. Dans W ou le souvenir d'enfance, l'enquête affleure, mais pour être systématiquement mise en échec, au bout du compte, la seule certitude qui tienne et que les archives ne parleront pas, qu'aucune enquête sur les événements n'aboutira à une connaissance des victimes, la démesure du crime de masse fait peser un embargo sur la connaissance individuelle des victimes. L'enquête ne peut appartenir à l'ordre du réel et du possible, elle ne peut être appréhendée que de manière virtuelle, dans une fiction. Une fiction, oui, mais qui accorde au document un rôle essentiel. Oui, en effet. Prenez le livre Sablier de Danilo Quiche, ou encore W ou Souvenir d'enfance dont je viens de parler, de Georges Perec. Ces œuvres ont pour caractéristique de se composer exclusivement de documents authentiques. Et si on se fie exclusivement à l'imagination, disait Danilo Quiche, on prend le risque, on court le danger de retomber dans l'abstrait. D'où la nécessité des documents ? Oui, la littérature devient, pour reprendre une expression de Claude Lanzmann, une fiction du réel. L'œuvre la plus remarquable d'ailleurs issue de ce courant est sur la scène intérieure de Marcel Cohen, dans laquelle l'accumulation des objets ordinaires permet de reconstituer le passé familial. On trouve d'ailleurs un entretien de l'écrivain dans la revue, je le rappelle pour nos auditeurs, la revue Europe, dont le thème est enquêté sur la Shoah. Oui, Lise Gutmann, vous avez raison, on trouve effectivement un entretien de Marcel Cohen dans la revue, un entretien dans lequel il dit que les objets jouent un peu le rôle de preuve. Il raconte aussi sa crainte que les objets évoqués sur la scène intérieure ne perdent leur histoire, qu'ils deviennent illisibles comme tout ce qui s'amoncelle dans les brocantes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, après publication du livre, il a offert ces objets au mémorial de la Shoah. Alors, on peut voir dans la revue que la littérature n'est pas seule concernée par le genre contemporain de l'enquête autour de la Shoah. Le cinéma l'est tout autant aujourd'hui. Alors c'est un texte d'ailleurs intitulé Mémoire et amnésie dans quelques films français autour de la Shoah, signé Yona Anar-Marmor qui traite cette question. L'auteur du texte évoque aussi les différents refoulements à l'œuvre dans plusieurs films sortis en France, notamment Plus tard tu comprendras, un film qui avait été réalisé par Amos Gitaï. Oui.
il se demande en quoi ces films sont porteurs de la longue durée, de l'histoire ambivalente des relations entre la France et les Juifs, et ce qu'il nous révèle des liens de ce qu'il appelle dans la revue les franco-israélites avec la part juive de leur identité. Par exemple, il nous montre notamment de quelle façon la recherche de l'histoire familiale finit par éliminer les aspects liés au judaïsme pour se cantonner à une focalisation sur la Shoah. L'anéantissement serait devenu, il le montre à travers plusieurs films, c'est assez impressionnant, l'anéantissement serait devenu l'alpha et l'oméga de la judéité contemporaine, puisque le particularisme juif s'est éteint, c'est, dit-il, dans le souvenir de l'extermination, qu'il serait possible uniquement de communier. Et dans ces enquêtes mémorielles, le judaïsme perdrait de sa pertinence singulière pour laisser place à une judéité neutre. Alors, David Reinhardt, je rappelle qu'il s'agit de la revue Europe, qui est une revue littéraire mensuelle. Le thème, enquêter sur la Shoah aujourd'hui, à se procurer, bien sûr, de toute urgence. Alors, David, un autre événement va avoir lieu dont vous souhaitiez nous parler. Oui, merci beaucoup, Lise. Parce que je rappelle aussi à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes éditeur, David Reinhardt Éditions, et qu'un livre majeur vient d'être publié ou Valette, c'est une question d'heure. Ça y est, il est sorti. L'invisible de la rue Vaucouleurs, voilà. qui est un hommage à Sarah Halimi, où 250 personnalités prennent la parole pour dire aussi leur sidération face au renouveau de l'antisémitisme. Oui. 250 personnalités parmi les plus grands, dont le pape même, et Alain Finkielkraut, Bernard Lévy, Manuel Valls, François Hollande. Mais pas seulement au renouveau. Et vous-même, Lise. Oui, mais c'est pas face au renouveau de l'antisémitisme, c'est face à l'injustice dont elle a fait l'objet, dont son procès n'a pas eu lieu. Voilà. C'est surtout ça. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça signifie ? Voilà. Et ce jeudi soir, ce jeudi 20 avril, de 18h30 à 20h, au Publicis des Champs-Élysées, donc jeudi soir, jeudi 20 avril, de 18h30 à 20h, Chaim Corsia, le grand rabbin de France, et Maurice Lévy, le patron du Publicis, signeront le livre, puisque c'est sous la direction du grand rabbin de France, de Michel Gad-Volkovitch et de Guy Bensoussan que ce livre est apparu. Et donc il y a une signature ce jeudi soir au Publicis des Champs-Élysées. Venez nombreux. Venez nombreux, faites-le dédicacer et soutenez ce beau projet que David, ça c'est moi qui le dis, David Reinhardt, a mis au point avec le grand rabbin de France et Misha Volkovitch, qui est souvent mon invité. D'ailleurs, c'est Chibolette et Guy Bensoussan. On en oublie, mais vraiment, soyez au rendez-vous du Drugstore Publicis. Avec le grand rabbin de France ce jeudi soir. À 20h30. 18h30, pardon. 18h30, c'est noté. Merci beaucoup. Merci infiniment, Lise. Au revoir, David. À jeudi.